Madame Padma Uchana, bonjour. Bonjour, Monsieur Leroy. Merci d'être invitée cette semaine de l'édition spéciale. Vous êtes la présidente, la toute nouvelle présidente du IACP. Comment vous êtes tombée dans le chaudron politique? Alors, disons que la politique passive et citoyenne, je l'ai toujours pratiquée, même depuis toute petite. Étant citoyenne engagée, je l'ai toujours pratiquée. Mais, comment dire, et puis la politique internationale m'a toujours intéressée. Et je suis tombée, je dirais, disons, chez le RCP à travers Alexandre Barbès-Pougnier. L'ancien président. Voilà, tout à fait. Et candidat à la parcelle numéro 18, il y a quelques années de cela. On doit dire quelques années de cela, mais non, le temps passe si vite. Tout à fait, tout à fait. Et puis, l'idéologie du RCP rejoint à mon idéologie à moi. Donc voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans la politique active. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le RCP? Pourquoi pas d'autres partis un peu plus mainstream à Maurice? Alors là, certainement pas. Alors, ce qui m'a attiré chez le RCP, c'est d'abord, c'est l'intérêt général qui prime. Avant l'intérêt de soi, c'est l'intérêt général. C'est apporter des vraies réformes, des lois qui seront justes pour tout le monde. Voilà, donc pourquoi je suis... donc si je regarde un peu, ce sont un peu des valeurs qu'on trouve dans chaque parti à Maurice. On pourrait le dire à quelques mots près. Alors effectivement, c'est ce qu'on pourrait entendre chez les uns, chez les autres, mais chez nous, on apporte vraiment de vraies solutions. Ce ne sont pas des solutions de surface. Et une fois arrivé au pouvoir, on change d'avis, on change de tactique, on est attiré par le pouvoir, et ce n'est pas du tout le cas du RCP. Pourquoi vous n'êtes pas attiré par le pouvoir? Parce que généralement, l'autre côté politique est égal pouvoir. Pas toujours, monsieur. Il y a bien des hommes d'État, des hommes à travers le monde qui ont œuvré pour le peuple, pas forcément pour le pouvoir. Et si on arrive à faire la part des choses, je pense qu'on peut tout à fait diriger. Il y a quelques jours, vous avez mis sur le marché, je vais mettre ça comme ça, on va parler un peu, vous êtes spécialisé dans l'immobilier, vous avez mis sur le marché votre immeuble, qui sonne bien, ça fait 10 chantiers urgents. Alors pourquoi il y a le mot chantier? Parce qu'on a l'impression qu'il faut ajouter, parce que vous parlez de chantier à Maurice, on parle de gros chantiers, c'est-à-dire le métro, on parle un peu de route, les chantiers, c'est ça Maurice. Pourquoi vous avez choisi ce mot chantier? Mais le mot chantier est tout à fait juste et tout à fait à sa place, puisque nous, au RCP, c'est une vraie chirurgie qu'on est en train de faire. Parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Et il faut aller en profondeur, il faut aller au fond des choses et non pas à la forme. Donc c'est aller au profond. Est-ce que vous pensez que l'électorat mauricien veut qu'on aille au profond, ou bien il veut rester un peu dans la crème, rester un peu dans la mousse? Alors effectivement, il y a une partie des personnes qui effectivement restent à la surface, et puis d'autres qui veulent vraiment ce changement et aller en profondeur. Pourquoi ces chantiers sont-ils urgents? Mais il est urgent parce qu'on ne va pas rester éternellement, revenir toujours à la même chose, et tant qu'on ne changera pas tout ça, on va tourner toujours en rond. Qu'est-ce que vous changez quand vous me dites tout ça, Padma Uchana? Qu'est-ce que vous voulez changer? Tout ça, c'est-à-dire les hommes, les institutions, les ministères, qu'est-ce qu'il faut changer? Bien, donc il y a les 10 chantiers, donc chaque pôle a été étudié et puis il y a eu des propositions. Alors les gens, ce que vous appelez les gens, c'est le peuple. Alors, le peuple, je pense qu'ils ont été, pendant des années, c'est un peu comme des gouvernements successifs, hein, ils sont un peu comme des sectes, voilà. Ils ont un peu...
ils ont un peu accaparé l'esprit du peuple. Et donc, pour cela, il faut du temps pour faire comprendre, pour expliquer. Et comme dit Alexis de Tocqueville, avant de changer la chose politique, il faut d'abord s'attaquer aux mœurs d'un pays, d'une civilisation. Et c'est ce que on fait les deux en fait. On s'attaque à la chose politique et en parallèle, on est en train également d'apprendre aux personnes comment il faut penser différemment. Mais généralement, dans les écoles, on commence à dire de think outside the box. Et beaucoup de personnes qui sont en train de penser en dehors de la boîte politique. Et pourtant, ils votent toujours la même chose. Parce qu'il n'y a personne qui se pose comme alternative. On tourne depuis 50 ans autour des mêmes familles, des mêmes personnages. Il faut comprendre que les Mauriciens aussi, ils aiment ça. Ils aiment bien la famille Jacquenat, ils aiment bien la famille Ramboulin, ils aiment bien Baud-Béranger, ils aiment bien la famille Duval. Il n'y a rien à ressortir, sinon ils seraient partis depuis bien longtemps. Alors, justement, c'est ce que je viens de dire, qu'en fait, c'est que les gouvernements successifs ont tout fait, en fait, pour que le peuple soit asservi. Vous voyez ? Donc, du coup, ils ne savent pas peut-être qu'il y a mieux ailleurs. Cela les rassure. C'est un peu comme le peuple en Corée du Nord. Ils n'ont jamais vu autre chose. Et bien là, c'est exactement pareil. Sans bien sûr, il y a... C'est pas prématuré d'être le premier. À mon avis, vous êtes le premier à mettre votre programme électoral. Vous n'avez pas peur d'être copié? Cela a toujours été. Je pense que vous êtes tout à fait à même de dire qu'effectivement, plein d'idées du RCP de par le passé, et certainement, probablement, cela se fera, puisse être copié. Est-ce que vous avez des droits d'auteur? Vous allez vous bagarrer, vous allez dans 2-3 mois, peut-être à 2 semaines, 3 semaines de la législative. Vous allez dire ça c'est l'idée du RCP, vous allez décortiquer les autres programmes pour voir si on n'a pas peut-être copié, mais on a changé les mots pour donner le même sens à tout ça. On fera en sorte que cela ne se produise pas. Comment vous allez faire? Comment vous allez le garder? C'est une propriété intellectuelle. Comment vous allez garder ça dans le monde politique? Ça, c'est notre stratégie du RCP. C'est une stratégie aussi de faire ça aussi tôt que ça? Tout à fait. Ça a été étudié pour que... parce que c'est le moment. C'est le moment de le faire. Et puis, il y a quelque chose d'abord qui ne cloche pas ici, c'est les dates des élections. On va faire les élections, on ne fera pas les élections. Mais on est sûr, le 22 décembre, l'Assemblée nationale est dissoute. Donc, il n'y aura plus de députés. La date butoir, c'est le 21 à minuit. Tout à fait, mais rien n'est défini, rien n'est structuré en fait. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que on prend en otage le peuple, la démocratie, et on tourne tout le monde en bourrique. Vous aimeriez avoir un système, disons, à l'anglaise? Où la date est préfinie, ou un système à l'américain, c'est le mardi, au mois de novembre, que les élections aient lieu. C'est ce genre de système-là. Tout à fait, il faut que ce soit prédéfini. Par exemple, les élections, il faut que la date, qu'on mette une date 1 an auparavant, que les adversaires puissent se préparer, le peuple puisse se préparer aussi, voir ce que les uns, tel ou tel parti, regarder un petit peu aux alentours. Sauf que ici, c'est un capharnaüm, mais c'est un capharnaüm. Donc ce que vous reprochez au système, c'est que vous savez pas, vous savez qu'il y a une course, mais vous ne savez pas quand ça va commencer la course. Exactement. Et donc c'est antidémocratique. Mais le Mauricien, il est dedans, il vit dedans depuis 50 ans peut-être. Il y a beaucoup des élections qui se sont faites, il est habitué à attendre que le Premier ministre décide là, dans les semaines ou les 2 mois qui restent pour les élections. Mais c'est tout à fait ça qu'on veut changer. Et il ne faut plus
que le pouvoir soit uniquement aux mains du Premier ministre. Parce que le Premier ministre, il a un gros problème. Il ne sait pas faire sa différence entre qu'il est leader d'un parti politique et qu'il soit chef d'État. C'est deux choses différentes. En fait, il mélange tout. Et il faut, je dirais, il faut que les élections soient mises 1 an en avance. Tout est défini. Et puis, au moment des élections, sauf bien sûr, éléments extérieurs qui viendraient perturber, je ne sais pas, une troisième guerre mondiale, autre chose. Mais il faut que les choses soient structurées. Et il n'y a rien de structuré ici. Et c'est ça qu'il faut changer dans notre pays. Vous venez me dire là, c'est par rapport à la Constitution, c'est le président qui nomme le Premier ministre, le leader du parti ou de l'alliance qui a rentré le plus de députés. Tout à fait. Donc, la position de leader d'un parti et de chef de gouvernement sont extrêmement liées. On ne va pas donner ça au numéro 4, numéro 5 d'un parti. Ce sera le leader s'il est élu. Alors, et la Constitution peut être révisée. On n'est pas obligé de rester figé 50 ans en arrière. Les choses peuvent changer. Ce sont les hommes qui font les lois, et non les lois qui font des hommes. Donc, c'est à nous de réviser la Constitution, de faire en sorte que les choses changent. Sinon, 50 ans après, on sera toujours au moins point de départ. Si vous me dites que, bon, il faut que la date des élections de 2019 aurait dû être connue 1 an d'avance, c'est-à-dire vers la fin de 2018. Oui. Mais une année en politique, c'est beaucoup. Est-ce que le Premier ministre pourra venir dire au mois de juin, j'ai fini de passer un bon budget, j'ai fait ce que j'ai pu pour le peuple, j'ai mis un budget pour que je puisse consolider au lieu d'attendre vraiment la fin de mon mandat? Mais Monsieur Leroy, cela se fait ailleurs. Cela se fait ailleurs. Les élections se mettent 1 an en avance. La date, elle est là. Connue. Elle est connue. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent ici. Ça arrange en fait, ça arrange le Premier ministre, ça arrange les partis politiques, les mainstream. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut arrêter de prendre le peuple en otage, il faut arrêter de prendre le pays en otage. On est là, on attend le spectacle. C'est un spectacle, c'est de la politique spectacle. Mais est-ce que le SCP, vous êtes prêt à rentrer dans ce jeu-là? Parce qu'il faudra ce jeu. Vous n'allez pas vous dire que bon, nous allons nous faire une règle à nous dans une élection où vous aurez 4, mais bien sûr. Ou encore presque 3 blocs. Pour le moment, du jour où on est devant 3 blocs. Mais je dirais, si on a mis ça, c'est parce qu'on est tout à fait capable d'apporter des solutions. Vous avez 60 candidats pour cette législative-là, ou vous allez faire comme en 2014, vous étiez un peu dans quelques circonscriptions? Mais 60 candidats, ça me fait un peu rire les 60 candidats. C'est quoi les 60 candidats? C'est ces 60 candidats, c'est ces candidats qui viennent quitter par exemple du MMM, qui sont partis ailleurs. C'est ça qu'on veut mettre... Non, je parle des votes. Oui, est-ce que vous avez 60 candidats mais pour... ça n'a pas lieu d'être. On n'est pas obligé de mettre 60 candidats. Et ailleurs, on voit quand on met les 60 candidats, on voit la tête de ces candidats, on se demande s'ils ont été capables de trahir leur propre parti, ne vont-ils pas trahir on le parle peuple? que de 2 ou 3, là, pas 60 candidats qui sont passés, deux ou 3. Mais c'est l'esprit. Vous voyez, donc les 60 candidats, on n'est pas obligé. C'est pas écrit dans... Mais pour participer, vous avez un programme, vous voulez jouer grand, mais vous me dites que vous n'avez pas 60 candidats. Ce n'est pas l'opposé vraiment de votre projet. Ça, comment vous allez faire tout ça? Si vous avez 4 à 5 députés qui se font il y a 4 à 5 candidats, je veux dire, qui se font il y a, vous aurez un poids dans cette élection. Tout à fait, mais il faut mettre 60, si vous allez mettre 3 candidats qui vont être broyés quelque part, votre projet, vous allez me représenter une version recorrigée dans 5 ans. Pas tout à fait, on pourrait éventuellement aller vers quelque chose, une alliance programmatique. Mais quand je lis vos postes qui sont anti-alliance, et là vous parlez d'alliance, vous êtes en opposé? Non, c'est pas une alliance comme Ticket pour gagner,
C'est pas du tout ça, c'est une alliance programmatique. D'accord. Explique-moi, c'est quoi Alors, une alliance programmatique? C'est-à-dire que si on fait alliance, c'est que notre programme doit être mis en avant. Notre programme sera... Et quand vous allez négocier ça avec, avec un ou deux partis qui seraient un peu à gauche, je vous vois. Est-ce que vous alliez avec le Parti travailliste? Certainement pas. Le MMM? On verra. On verra. Le MSN? Ah, le MSN, pas du tout. Donc, mais si je comprends bien là. Mais pourquoi on rentre en fait toujours dans cette. On veut savoir où vous êtes. Parce que vous voulez être Padma Archana avec le SCP, vous voulez être la nouvelle force. On était déjà là depuis 7 ans. Oui, mais pendant 7 ans, c'est ce que je blâme à votre parti, ce que vous faites. Vous écrivez dans certains journaux, vous n'animez pas une conférence de presse, on ne sait pas ce que vous faites, mais dans les journaux, vous écrivez des papiers qui sont bien structurés, bien pavés, parfois il passe sur les radios, soit sur Radio Plus ou Radio One, où il veut parler. Mais on ne sent pas votre présence sur le terrain. Vous n'êtes pas dans ma circonscription numéro 1. Je ne sais même pas qui sera là-bas. Est-ce que vous allez avoir un candidat? Parce que je peux vous dire qui sera candidat pour les 3 blocs. Mais je ne vois pas une personne du SCP qui est en train de vendre ses idées à des Barcadères, à Paille, à Richelieu, à la Pointe aux Sables. Cela se fera dans le moment venu, vous le saurez. Donc, au numéro 1, vous n'avez personne ou vous êtes en train de placer vos candidats ou il faudra vraiment attendre on est en train de structurer tout ça, on est en train de voir nos stratégies et le moment venu, vous le saurez. Vous optez pour une position d'alliance hein, pour le moment? Je reviens à ce que j'ai dit, c'est une alliance programmatique. C'est vraiment une alliance programmatique. Mais ça va être facile de négocier quand je ne sais pas qui sera votre éventuel vis-à-vis. Vous allez dire que vous êtes obligé de suivre ça. Lui, il va vous dire que vous serez obligé de vous allez couper la poire en deux, ou l'orange, je ne sais pas, ou votre logo en deux. Il y a une compromission. Pas le logo, mais je dirais une alliance programmatique. C'est le programme, c'est pas le logo. Mais c'est pas nouveau ça, moi. C'est-à-dire parce que si j'écoute le MP, j'écoute le MMM, j'écoute le Parti travail, j'écoute le PMSD, on est dans des alliances programmatiques. Vous faites comme tout le monde le fait. Il n'y a rien de nouveau là. Non, eux, c'est plutôt des tickets. Oui, l'histoire des tickets. Oui, c'est plus. Vous pouvez y aller. C'est pas une question de. C'est pas du tout. Je crois que c'est la première fois qu'on parle d'alliance programmatique. Oui, mais parce que voilà, vous avez donné un terme à cela. Voilà, mais sinon, on parle tous de tickets et c'est vraiment le ticket qui est mis en avant et c'est pas du tout le programme. Mais quand vous allez dire, bon, on aimerait placer telle personne dans telle circonscription, telle personne, c'est une question, on va retourner au cours. Vous aurez votre accord, votre entente, votre alliance autour du programme, vous allez couper la poire en deux, et éventuellement, après, vous allez parler de qui va être où même vous allez être. Oui, mais ça, c'est le moment venu, vous le saurez. C'est un peu trop tôt pour que je vous parle des stratégies ou que je vous parle comment on va négocier. Donc ça, c'est interne. Donc on va retourner un peu sur le dossier du jour, voilà, le chantier. Alors, quel est le premier chantier? Alors pour vous, le premier chantier, ce sera quoi? Alors, nos institutions et également l'administration, les principaux organes administratifs et nos institutions sont vraiment en panne. Et la première des choses, c'est donner vraiment le pouvoir au président de la République, qui soit vraiment un chef d'État. Parce que pour l'instant, il n'est que président de la République. Mais il n'a pas ce pouvoir de chef d'État. Et ça, c'est la première des choses. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est réformer en profondeur. Voilà. Parce que ce n'est pas la peine d'aller voir autre chose bien plus loin si à la racine,
on n'attaque pas la racine. Et donc, la première des choses, c'est effectivement donner le pouvoir au chef d'État. Alors, par suffrage universel, en élection à 2 tours, ou tout simplement par un collège électoral qui va élire le président. Bon, ce sont les aléas du texte. Pas la version mauricienne, c'est-à-dire que le Premier ministre propose un nom lors d'une motion, lors d'une séance parlementaire, et que ce soit voté sans discussion, comme c'est le cas. Donc c'est plutôt un collège électoral très américain ou très... Donc soit au suffrage universel, mais effectivement, on a vu de par le passé que le président de la République a été choisi uniquement à but communautaire. Et, oui, c'est un peu l'ignorance aussi. Oui, on ne va pas rester figé toujours. Parce qu'en fait, je ne comprends pas les choses. On veut changer, mais en même temps, on veut rester figé. C'est ça la société mauricienne, on veut bouge fixe. On appelle ça voilà, du exactement. Bouge. Deuxième chantier de la RCP. Alors, le deuxième chantier du RCP, c'est la politique pénale. Et ça, c'est vraiment, il faut vraiment changer les choses là-dessus. Justement, quand on parlait de politique pénale, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, il faut enlever la politique pénale, c'est-à-dire que je constate avec effroi qu'il n'y a aucune peine pour nos dirigeants, pour nos gouvernants, qui commet des actes, des crimes économiques par exemple, et qui ne sont jamais embêtés. Il n'y a aucune enquête qui est faite. On fait du spectacle, et puis après ça s'éteigne. Ça tombe comme un soufflet. Ils ne sont jamais embêtés. La seule chose que je vois, c'est des petits allers-retours à la cour. C'est peut-être un peu leur prison dorée. Donc pour vous, que ce processus-là aille un peu plus vite? Voilà, exactement. Il faut enlever le Prevention Corruption Act et mettre une loi contre tous les crimes économiques. Je dis bien tous les crimes. Gaspillage de fonds publics, détournement de fonds publics à des fins personnelles, emploi fictif, tout cela, il faut que nos dirigeants, nos politiciens soient jugés pour ces actes-là. Regardez l'affaire de Sinatambou. On a fait beaucoup de bruit. Et qu'est-ce qu'il y a eu à la fin? Rien. Et pour ça, c'est primordial. Il faut le changer. Parce que sinon, d'après vous, qui c'est qui va apporter une loi pareille? Connaissez-vous un parti qui veut instaurer une loi où si nos dirigeants commettent un délit et qu'ils soient jugés au même titre que tous les autres citoyens, et qu'il n'y a pas une justice à 2 vitesses. J'ai l'impression qu'elle est à 3 vitesses. 3, 4, 5, 6, juste même 10, parce que je vois l'affaire de Sinatambou, c'est effarant. Pour vous, c'est un crime économique? Ah mais évidemment que c'est un crime économique. Et ce que j'ai pu constater, ce qui est incroyable même, et même triste, c'est que le coupable devient la victime, et la victime devient le coupable. Le journal... Donc le dossier est renversé. Voilà, exactement. Alors ça, nos dirigeants, ils sont très forts là-dessus. Et ils passent leur temps à devenir des victimes. Et cela se fait en 24 heures, 48 Donc, heures. Hein. On est dans le triangle de Kaufman, quoi. C'est-à-dire le bourreau devient la victime, mais la victime devient le bourreau. Exactement. Et là, on oublie en fait pourquoi il a été embêté. Et après, donc, on regarde dans les trucs de palabres, des choses qui n'ont pas d'importance, qui s'en a une fait à ça, le là qui me fait à ça. Mais non, il faut qu'il y ait une justice pour tous. Et pour commencer,
pour nos dirigeants, pour nos gouvernants, pour nos hommes politiciens, pour nos parlementaires, pour C'est-à-dire nos conseillers. Commencer en haut. Exactement, c'est ce que je vous dis, c'est que le RCP veut s'attaquer à la racine. Mais la Et racine, si- c'est en bas. et- Il faut couper le cime. C'est au sommet que le Mais problème rien- vient. rien n'est Pour les dans- petites gens, si tu vas aller faire un truc comme ça, ils sont mis à la porte, ils vont passer à la cour, ils sont sur un provisional church, ils seront tous attentifs que quand on est là-haut, on a les moyens pour tourner toute cette histoire-là dans sa faveur. Oui, mais- Si on prend ce cas que vous avez cité. Bien sûr, et comme cela, il y en a plein. Par exemple, gaspillage de fonds publics, avec l'affaire de Stéphane Toussaint, avec le stade de Georges V. Combien d'argent a été gaspillé pour un stade, je ne sais pas si le mot médiocre est juste pour le dire, mais est-ce qu'il a été embêté? Est-ce qu'il y a eu une enquête faite? Lui, il demande une enquête. C'est pas ça qu'on demande. On demande une enquête contre lui. C'est pas du tout. Ben, pourquoi ce stade est dans un état pareil, malgré qu'il y ait eu des dépenses faramineuses pour... ce n'est pas normal d'accueillir les Jeux de Ville dans un stade pareil. Il y a eu des fonds publics qui ont été utilisés. Donc, vous voyez ce que je viens de dire? C'est lui qui demande une enquête. Non, non. L'intervention du directeur de Alors, l'audit serait primordiale dans ces affaires. C'est l'audit. L'audit devient un devoir. Non, l'audit, c'est la Cour. Justement, on a mis également ça. Il faut supprimer l'audit. Ça, c'est. Qui va auditer? Il faut mettre en place une commission de compte. C'est-à-dire, quand par exemple, il y a un chantier, effectivement, rénovation, ben, l'audit, en temps réel, va superviser, va dire voilà, attention, là, vous allez un peu trop loin. En amont, en temps réel. C'est une commission parlementaire? Non, non. Ou c'est une commission interne qui va faire ça? Le ministère des Finances? Non, une commission de compte indépendante. Qui veut dire ça? La quantité de chantier, c'est pas une commission, c'est un gouvernement en dehors du gouvernement. C'est un gros bureau d'audit que vous êtes en train de mettre en place. Elle peut être indépendante et étatique aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut... On met à la tête, dans des structures, des gens choisis par le gouvernement. Par exemple, l'ICAC, on demande à ce que l'ICAC soit supprimé. Vous mettrez quoi à la place? Alors, il faut une commission d'enquête, une vraie commission d'enquête qui soit capable, en toute indépendance, de... ça peut-être plus ou moins la même chose. Des juges. Donc, c'est-à-dire que ce ne soit pas le Premier ministre qui nomme le directeur, qu'il n'y ait pas de commission ICAC au Parlement, où les députés de la Chambre sont en train de voir. Mais l'ICAC, dites-moi où est-ce que l'ICAC a fait réellement une vraie enquête contre le gouvernement? Citez-moi. Donc pour vous, c'est le style français, juge d'instruction, des juges, des avocats. Qui va choisir ça? Le local, le service légal, c'est-à-dire... Tout à fait, les juges... Mais il faut avoir des policiers qui sont en dehors de la police. Oui. Est-ce que ce sera des policiers privés, des magistrats, qui sont ma foi, tout à fait indépendants et qui peuvent effectivement choisir, ils peuvent mettre ça en place. Mais pour l'instant, l'ICAC, il faut supprimer. Parce qu'on voit qu'en fait, que l'ICAC choisit effectivement les personnes qu'il veut enquêter, les personnes qu'il a envie de semer je dirais, d'aller enquêter sur place. Et on a l'impression qu'il fait beaucoup de choses. Pourtant, j'ai écrit à l'ICAC. J'ai fait même une lettre ouverte sur la page forum du Mauricien pour demander une enquête, justement, sur le stade Georges V. Pour le moment, je n'ai pas de réponse. J'ai envoyé un email également, pas de réponse. C'est un peu le style mauricien. J'espère que
si M. Navin Bikari est en train de regarder la vidéo, sûrement Oui, il va écouter vos propos. J'espère, monsieur Qui il va vous donner au moins un accusé de réception de votre email. Alors, normalement, toute administrative, quand on envoie un courrier ou un email, on reçoit voilà, un accusé, comme quoi on a bien réceptionné. Voilà. Or, je n'ai rien reçu, donc là aussi, c'est pas normal. Donc, vous voyez, donc, il faut changer ça, sinon, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne va pas continuer à vivre comme ça. Troisième chantier. Alors, le troisième chantier. Alors, je vais plus m'aventurer sur quelque chose qui est super important. Sur l'éducation. Gros dossier. Gros dossier. Alors, ce que nous proposons au RCP, c'est il faut désormais que les manuels scolaires soient gratuits. En démocratie, toute démocratie. Mais elles sont, j'aimerais vous interrompre, elles sont gratuites de grade 1 à grade 6. Les enfants ne payent pas pour ça. C'est à partir de la forme de grade 7 à 13 qui payent le livre. C'est déjà gratuit d'une certaine façon. Oui, mais il faut que ce soit complètement gratuit. Donc vous parlez de gratuité à partir du collège, comme on appelle ici à Maurice. Collège, ça veut dire grade 7 à grade 13, tout à fait, PHSI. Tout à fait, parce que c'est dans une démocratie, il faut que les enfants soient tous égaux et qu'ils ont tous cette chance de pouvoir étudier sans se soucier de l'argent, puisque ce sont les parents qui payent les taxes. Donc l'argent, c'est fait pour eux. L'argent, c'est fait pour eux. Et un pays qui investit dans ses enfants est un pays prometteur. Et si on investit dans nos enfants, on aura, le mot est un peu fort, mais un retour sur investissement. Ce sont ces enfants-là qui vont travailler pour le pays et qui vont en faire profiter. Et le quatrième chantier? Alors le quatrième, c'est les hôpitaux. La santé. La santé. Gros dossier encore. Alors, effectivement, c'est un énorme dossier. Alors, quelque chose qu'on propose à l'Union citoyen pour la patrie, c'est que les personnes, puisque nos hôpitaux publics ne sont pas capables de fournir un traitement médical approprié, ou ils ne sont pas suffisamment compétents, ou ils ne veulent pas être compétents aussi, je ne parle pas des médecins, je parle du ministère de la Santé. Ce qu'on propose, c'est que l'État prend en charge des personnes qui doivent aller se faire soigner à l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez pu le constater, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas un jour où quelqu'un qui poste quelque chose en disant « mon enfant est malade, j'ai besoin d'1 million de roupies, j'ai besoin d'argent ». Tous les jours, je vois ça. Ça, c'est inadmissible. L'État doit prendre en charge les frais médicaux. Ou, dans ce cas, qu'il fasse de nos hôpitaux publics quelque chose une structure compétente. Et je peux vous dire que j'ai passé ces derniers jours à l'hôpital du Nord. J'ai des photos, un dossier avec des photos, je peux vous montrer après. Mais c'est effarant, c'est triste de voir des gens qui comptent sur cette médecine qui est défaillante. Il n'y a aucune hygiène dans nos hôpitaux. J'ai vu des ciseaux rouillés, une personne en état de décomposition, des poubelles dans le couloir, et en face il y a le ward pédiatrique, des poubelles dégoûtantes. Écoutez, j'invite donc le ministre Ousnou, s'il arrive à venir avec moi cette semaine à l'hôpital du Nord, eh bien, ce sera avec joie. Donc une visite surprise, parce que s'il va annoncer cela... Non. Je veux effectivement une visite surprise
et qu'il voit, qu'il passe une journée à l'hôpital, dans la peau de ces pauvres gens, pour comprendre qu'il faut vraiment changer. Des dossiers qui se perdent. Des dossiers qui se perdent. C'est normal, rien n'est informatisé. Rien n'est informatisé. On est là, prends le dossier là-bas, ah non, mais pas là, ça, mais non, le docteur là, tu donnes moi ça, alguette médicale. Mais enfin, où va-t-on? Je croyais que l'île Maurice était soi-disant 2.0 ou je ne sais quoi. Mais allez voir à l'hôpital. Rien, il n'y a pas de transformation digitale. Il n'y a rien. 5e chantier pour le SCP? Alors, 5e chantier, on va parler là de l'environnement. Sujet à la mode, le pape est passé, qui parle beaucoup d'écologie, de tenir la terre, de faire, de donner ce que, au moins, on donne à ses enfants ce que nous avons reçu de nos parents au niveau de l'environnement, pas tout bétonner. Alors, moi je vais, bon, effectivement tout le monde en parle de ça, mais moi je vais parler plus on voit effectivement des détritus partout. Ce que nous on propose, c'est, on commence toujours par la racine avant de s'attaquer vers la surface. Avez-vous vu vraiment des vrais camions de poubelle? Pas du tout. Il n'y a pas de vrais camions de poubelle. On demande de faire le tri sélectif. Très bien, j'ai 4 bacs. Mais le camion poubelle, il vient, il ramasse le tri sélectif, il mélange tout ensemble. Mais enfin, où va-t-on? On est en train de demander de faire le tri sélectif, mais le camion n'est pas adapté. Ce que nous on propose, c'est qu'il faut que l'État achète des vrais camions de poubelle à effet différent. Plastique, bouteilles. Vous vous rendez compte? Moi j'habite dans le Nord, s'il faut faire 3 fois le tour pour venir déposer je ne sais pas où les bouteilles en verre, vous pensez que les personnes âgées vont aller faire 4 fois le tour de l'île pour venir déposer? Non. C'est à l'État de mettre en place des camions qui viendront, je ne sais pas, une fois par semaine, récupérer toutes les bouteilles en verre chez les habitants. Mais ça ne va pas augmenter les frais. Si vous avez un camion poubelle qui va prendre les saletés dites vertes, une autre qui va prendre les saletés dites de plastique, l'autre qui va prendre les verres, puis on va mettre un peu les métaux, les cannes et autres, les machines à laver. Voilà, alors ça, voilà, exactement. Ça, je vois les machines à laver dans carreaux-cannes, ils mettent ça partout, matelas, canapé, c'est inadmissible. Mais pourquoi les gens jettent? Parce qu'il n'y a personne qui exactement, mais justement, il faut investir dedans. C'est pas un investissement à perte, au contraire, on aura une île qui sera belle, on participera à l'environnement, à la sauvegarde de l'environnement. Ce sont des déchets qui sont nocifs pour nos terres. Donc, investir, il faut savoir bien investir. Et là, je pense que c'est un investissement que l'État peut faire. Ça ne sert à rien de dire qu'on est ministre de l'Environnement si on n'est pas capable de mettre des vrais camions de poubelle. Et ça ne sert à rien de dire, de faire une petite campagne de tu m'as vu en ramassant des déchets. Je dirais, investir, met en place des poubelles pour le ramassage des déchets. Et s'ils font ça, vous verrez que les gens jetteront moins leur matelas. En parallèle, bien sûr, il faut une campagne de sensibilisation. Quels seraient un peu les autres chantiers? On doit le faire vite parce qu'on a beaucoup de... Tout à fait. Il y a aussi le pôle économique. On souhaite au RCP, il faudrait qu'on développe le bio.
des légumes Le vrai bio. Ah oui, pour moi, quand je dis bio, attention, c'est 0 pesticides. Je dis bien 0. C'est pas le bio, je mets un peu. Non, c'est du vrai et c'est faisable. Et on a cette possibilité à Maurice de faire que Maurice soit le pôle dans le monde entier, je dis bien dans le monde entier, de produire des vrais produits bio. Et c'est tout à On a fait... essayé, on pense. Vous êtes sûr que c'est du 100% bio? Il y a eu une proposition de la Chambre de l'agriculture il y a quelques années pour aller vers le bio, mais il semblerait que les planteurs et les acheteurs ne soient pas dans cette filière-là. Mais il faut trouver des solutions. C'est pas parce que il faut trouver des compromis, il faut débattre, il faut trouver des solutions. C'est pas dire oui, les planteurs n'ont pas trouvé. Non, il faut continuer. Et on a là une vraie pépite. Vous vous rendez compte, on peut exporter nos légumes bio dans le monde entier. Made in Maurice, avec le label Made in Maurice. Absolument, absolument. Autre chantier, le 8e peut-être? Le 8e, on va parler de l'Assemblée nationale avec Madame la Speaker qui souhaite... Mais c'est pas attaché à la première vous avez l'administration, Oui, tout à fait. C'est comme ça, cette partie-là, c'est une sous-section de la première section. Voilà. Et on a vu à chaque travaux parlementaires tout le capharnaüm qu'il y a à l'Assemblée. Avec, on a Madame la Speaker qui est là, qui a été mise là. Elle n'a pas été élue. Oui, mais la Constitution, les Holy Paper permet qu'une non-élue, même une candidat ou un candidat ou une candidate battue peut être nommé sur représentation d'une motion du Premier ministre. Justement, on souhaite au RCP que le speaker, le président de la Chambre, soit quelqu'un qui a été élu. Et non, alors, par exemple, le cas de Maya Noumanji, elle a été battue aux élections. On prend quelqu'un qui n'a pas été élu par le peuple pour la mettre pour présider l'Assemblée nationale. Enfin. Donc, on retourne au square one. Back to square one. Oui. Parce qu'auparavant, c'était vraiment un candidat qui est devenu député qui avait ce rôle-là. C'est le Parti travailliste qui est venu changer, qui a changé. Ça, là, on fait back to square one. Tout à fait. C'est exactement ça. Mais, et donc, effectivement, le gouvernement qui vient après, il trouve son compte, on continue dedans, on peut caser les petits copains. Ça, effectivement, il faut arrêter. Et puis, autre chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une commission au sein de l'Assemblée pour superviser tout ça. Il n'y en a pas. Je pense que c'est une commission standing orders. Il y a une commission standing orders. Vous avez le PAC, la commission qui s'occupe une commission qui soit constituée de l'opposition et les deux, ils sont composés. Mais ce qu'on propose, c'est que ces commissions, avant même que les projets soient débattus à l'Assemblée, que les projets et les propositions soient révisés par cette commission. Vous pensez qu'un gouvernement qui va lui donner un projet, qui va venir après, il va savoir que l'opposition sera 80%, 90% contre lui. C'est très rare que vraiment un vrai gros dossier que Verizon avait. Cela se fait ailleurs, donc je ne vois pas pourquoi. C'est juste une question de mentalité. Ça n'a rien à voir que... Donc, pour vous, un projet de loi devrait passer devant cette commission-là pour retirer contre les projets de loi. Un projet de loi ou une proposition doivent être passés avant qu'elle soit débattue à l'Assemblée. Donc, on va faire un pré-débat pour faire un gros débat. C'est pas un pré-débat, je dirais, vous n'en
n'en sauverai pas. Ce sera dans un bureau avec une commission. Je dirais, il n'y aura pas ce... voilà, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est une idéologie. Cela se fait ailleurs. Je ne vois pas pourquoi Maurice ne peut pas le faire. C'est juste, c'est peut-être que les gens qui sont à la tête du pays, au pouvoir, que ce soit dans l'opposition ou au gouvernement, c'est une question de mentalité. Et pour finir, je peux vous dire que l'opposition, malheureusement, a été domestiquée. Il n'y a pas vraiment de l'opposition. Parce que ce sont des anciens gouvernants. Exactement, il n'y a pas vraiment de l'opposition. Il faut vraiment une vraie opposition. Pas de l'opposition qui fait alliance, mésalliance, enfin... Mais c'est une réalité mauricienne, qu'aucun parti ne pourra gagner sans faire une alliance. Mais à chaque fois, vous revenez en disant que c'est une réalité mauricienne. C'est une réalité mauricienne depuis 1976. On ne parle pas de 10 ans, on parle de presque... On va parler presque de 50 ans. Mais c'est une réalité mauricienne qu'il faut changer. Il faut changer. Il y a des gens qui veulent changer. Pourquoi pas commencer par le SCP? Vous êtes en train de faire une alliance programmatique. Pourquoi vous ne venez pas vous dire, voilà, peut-être c'est un projet, c'est pas pour 2010, c'est pas 2019-2020, peut-être 2025. Vous venez, vous avez votre bassin, vous pouvez dire comme ça, nous serons soit dans le gouvernement, soit dans l'opposition. Alors, le cheminement politique, monsieur Leroy, permettez-moi de vous dire que cela se fait, c'est un long processus. C'est pas je viens, je crée un parti et puis je vais révolutionner le monde. C'est un long processus, c'est un long cheminement et on est toujours là et on le sera toujours après. Et le moment venu, les choses se feront. En politique, il se passe des choses que des fois on ne s'attend pas. Donc, comme l'élection de Macron en France. Exactement. Et même aux élections européennes, le parti écologiste a remporté, je dirais, a remporté des voix. Comment vous allez vendre ces 10 chantiers-là à l'électorat dans les 20 circonscriptions? Alors, donc déjà, je vais commencer mon premier meeting, réunion mercredi, donc avec les habitants de Flac, et ensuite je vais continuer. Voilà, je suis venue exprès. Quand vous dites je, c'est-à-dire c'est le RCP ou bien ça va être vous tout seul, un micro, vous serez dans une salle? J'ai les membres du RCP qui sont là. Et alors, c'est pas une salle, ce sera chez un habitant. Une réunion privée, voilà, comme on appelle, en guillemets, réunion privée. Voilà, tout à fait. Oui, c'est pas du tout... Comment vous allez faire? Échange? Vous n'avez pas parlé pendant 45 minutes, à vous dire merci beaucoup, au revoir, ou bien vous allez faire un échange? Je suis là pour... Si je suis venue ici, c'est pour être près des personnes, près du peuple. Je crois que j'ai passé une semaine à l'hôpital du Nord. Donc j'ai vu, je sais ce que c'est, et donc lors de cette réunion privée, donc effectivement je vais parler, et ensuite il y aura un débat, les gens peuvent venir me poser des questions, il y aura une discussion, un débat là-dessus sur le programme, sur ce qui ne va pas, sur ce qu'il faut changer. Il faut la proximité avec le peuple, et je suis là pour ça. Donc des chantiers qui pourraient connaître quelques modifications si ça ne plaît pas, s'il y a quelque chose qui ne plaît pas à une certaine majorité, disons une majorité qui dépasse les 50-60%, vous serez là en train de modifier ce programme-là pour faire quelque chose de final. Les chantiers sont finaux. Les chantiers sont finaux. Et je suis là pour faire comprendre. Vous êtes marketing, vous êtes un marketing officer. Je suis là pour expliquer, je suis là pour comprendre les gens et je suis là pour faire comprendre aussi, pour expliquer. Parce que peut-être qu'on ne leur aura pas donné l'explication qu'il faut. Palma Ochana, merci beaucoup, bonne campagne.